deuxième grande école de l'approche psychosociologique, l'école de Michigan, qui va développer un paradigme qu'on appelle le paradigme de Michigan. Cette école travaille à partir d'un large panel. Celui-ci a été constitué par 4 chercheurs de l'Université du Michigan, Campbell, Converse, Miller et Stokes. Ils vont ainsi suivre plusieurs élections présidentielles successives, ce qui donnera lieu à la publication en 1960 d'un livre, The American Elector. Ils veulent, dans ces études, arriver à réfuter le lien d'appartenance à un groupe. Ce n'est pas ce qui ferait, a priori, le sens du vote. Au terme de leur étude, ils arrivent au résultat suivant. L'électeur américain manifeste en général peu d'intérêt pour la politique. Petit 2, il est souvent inapte à se prononcer sur des questions sociales et à les rattacher à des idéologies. Petit 3, ses opinions sont contradictoires, assez souvent, sur un même problème. Mais il manifeste un fort et stable attachement à l'un des 2 grands partis. Il s'agit d'un attachement dit affectif. On parle alors d'identification partisane. C'est là le plus grand des éléments de cette théorie. Cette identification partisane est produite dès l'enfance et est souvent transmise par les parents. Par exemple, au milieu des années 60, 70% des jeunes Américains votent comme leurs parents. Néanmoins, ils vont nuancer ce propos en expliquant que l'identification partisane doit être complétée par les types d'enjeux et la personnalité des candidats à une élection. Ils vont ainsi distinguer 3 types d'élections en fonction de ces critères. Premier type d'élection, il s'agit de l'élection de maintien. C'est une élection où il n'y a pas d'enjeu majeur, ni de candidat à la personnalité marquante. L'identification partisane est alors la clé du vote. Par exemple, lors de l'élection de 1948, celle-ci opposait le démocrate Truman au républicain Dewey. Le premier, président sortant, a été réélu grâce à 57% des grands électeurs dans 28 États. Deuxième type d'élection, les élections dites déviantes, où on constate une contradiction entre l'identification partisane et le vote. Une partie des affiliés d'un parti va se mettre à voter pour l'autre parti politique parce que le candidat a priori un caractère acceptable. On a un exemple vraiment type, c'est l'élection d'Eisenhower en 1952. Alors peut-être rapidement la petite histoire de l'affaire. Eisenhower, baptisé Ike, c'est le général américain qui supervise le débarquement allié en Afrique du Nord, celui de Sicile et surtout le débarquement de Normandie. Il sera responsable de toutes les opérations sur le front de l'Ouest. Il était supervisé par un autre général, le chef d'état-major des armées américaines, le général Marshall. Eisenhower, en 1950, devient également le responsable de l'OTAN. Il sera au siège parisien. Il va être contacté tout d'abord par les démocrates pour être candidat à l'élection présidentielle, ce qu'il va refuser. Il sera ensuite contacté par les républicains qui lui font exactement la même proposition, que cette fois-ci, il va accepter. Il va se porter garant de la sécurité des Américains face à une URSS plutôt assez conquérante, et du respect des valeurs morales, et surtout de lutter contre la corruption. Lorsqu'on est dans ces années 1950, 51, 52, on est en pleine guerre de Corée. La Corée du Nord a envahi la Corée du Sud et les États-Unis ont sollicité une intervention des Nations Unies. Ils en seront le principal fournisseur de contingents. À ce moment-là, vous avez
le général Marshall, dont je vous ai déjà parlé, qui va être responsable des opérations des troupes des Nations Unies en Corée. C'est aussi l'époque où on est en plein McCarthyisme. Si vous vous souvenez bien, le sénateur McCarthy a créé une commission qui vise à repérer, éventuellement condamner, les Américains soupçonnés d'alliance avec l'ennemi, de communisme, voire de socialisme. Et McCarthy commence à accuser, à chercher des arguments contre le général Marshall. En effet, celui-ci est accusé d'être beaucoup trop conciliant avec la Chine. Il faut dire aussi que d'autres ne l'étaient pas. Le général MacArthur, que peut-être vous connaissez, qui était le général américain qui dirigeait la guerre dans le Pacifique contre les Japonais, eh bien lors de la guerre de Corée a dit c'est simple, pour redresser la situation, les Chinois envoient des troupes pour soutenir les Nord-Coréens contre les troupes des Nations Unies, eh bien quelques bombes nucléaires sur Pékin devraient régler le problème. Marshall s'est opposé à cela, a dit si on commence à rentrer dans l'usage de la guerre nucléaire contre la Chine, on va déclencher une offensive soviétique, et dans un moment où les deux grandes puissances ont l'armement nucléaire, on va simplement annihiler la planète. Donc Eisenhower va sentir le devoir de supporter son ancien supérieur, et il va se lancer dans la campagne électorale. Alors là, il n'y a pas photo. Eisenhower a une image qui est celle du vainqueur sur le front de l'Ouest, de responsable de l'OTAN, de personnage droit, c'est le militaire emblématique qui donne confiance et qui rassure beaucoup les Américains dans cette période troublée. Eh bien, une grande partie des électeurs démocrates vont littéralement désaffecter le camp démocrate pour voter en direction d'Ike Eisenhower. 83% des grands électeurs. C'est une élection triomphale pour celui-ci. Enfin, troisième grand type d'élection, c'est celle où on observe un renversement durable de tendance. On a par exemple deux périodes qui correspondent à ça. C'est la période de la crise de 29. Vous avez une conjoncture extrêmement troublée. On va alors avoir une élection de président démocrate alors que rien ne semblait le prédire et que visiblement le parti républicain aurait dû continuer à rester au pouvoir. Ça va être très flagrant aussi dans les années 80. Quand on est à la fin des années 80, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir présidentiel, c'est notamment le président Jimmy Carter. Le pauvre Jimmy Carter joue de malchance durant son mandat, puisqu'il doit se retrouver à gérer la crise économique, deuxième choc pétrolier. Il va devoir également affronter le problème iranien, le Shah est renversé, c'est la révolution iranienne, et on a alors une république islamique d'Iran qui est mise en place, qui diabolise les États-Unis, avec, si vous vous souvenez, la prise d'otages des diplomates et militaires américains. Et on constate sous son mandat un sentiment d'affaiblissement plus général des États-Unis. Regardez quelques films d'époque, vous verrez que on est sur une approche très dépressionniste, très anxiogène, très ambiance crise. Carter va en faire les frais, son image va être celle d'un président inapte, naïf, faible, et ça va en plus rejaillir sur le Parti démocrate dans son ensemble. On est sur alors le triomphe des républicains, notamment la tendance la plus conservatrice, c'est la prise de pouvoir du candidat Ronald Reagan. On est un peu sur cette économie cow-boy alors aux États-Unis. Voici les trois grands types d'élections. Et puis, quelques années passent après ces premiers constats qui semblent donner une idée du fonctionnement du vote américain. Quelques années passent et on voit apparaître alors une autre approche de deux chercheurs, Neil et Werber, qui publient un livre, The Changing American Voter, où ils expliquent en fait que ces identifications partisanes, eh bien en fait ne sont pas
figé définitivement. Il peut y avoir des modifications substantielles au sein de la société américaine qui rejaillissent là-dessus. Dans les années 70, on note en fait que l'on a une augmentation du nombre d'indépendants, près de 40%. On a donc plus que 60% de l'électorat qui semble proche des deux grands partis. Donc a priori, vous voyez, c'est un déclin de ces partis-là. Et la transmission familiale du vote, eh bien, se fait nettement moins bien. Quand on est en 1972, par exemple, eh bien, on n'est plus qu'à 30% d'identification partisane. Et donc une bonne partie des électeurs n'hésitent pas de voter pour un camp ou plutôt pour l'autre en fonction. Donc ils abordent alors une nouvelle notion qu'ils mettent en avant, c'est ce qu'ils appellent le vote sur enjeu. Notamment parce que pour eux, il y a deux grandes modifications majeures au sein de la société américaine. La première modification, eh bien, est issue de l'éducation des individus. On a des jeunes Américains de plus en plus formés, de plus en plus éduqués, ce qui leur permet d'être beaucoup plus indépendants et beaucoup plus matures politiquement. La deuxième modification, c'est que les enjeux également ont changé. Lorsqu'on est dans les années 50, eh bien c'est la période des affrontements idéologiques. Je vous en parlais juste avant avec Eisenhower. L'impression que l'on a l'affrontement entre une idéologie libérale américaine, le camp de la démocratie, de la liberté, et de l'autre côté, on a un camp de l'URSS, communiste, collectiviste, et qu'on a difficilement d'autres possibilités. On est soit dans l'un, soit forcément on est ennemi et on est dans l'autre. Dans les années 60, eh bien les préoccupations ont changé, on est rentré dans une période plus de coexistence pacifique. Les années 60, c'est la période de la conquête des droits civiques et de lutte contre le racisme. Martin Luther King, Kennedy, etc. Les enjeux, vous voyez, redescendent déjà beaucoup plus de ce qui est une approche idéologique globale à des idéologies beaucoup plus proches déjà des personnes. Et puis en 1970, là aussi je vous en parlais tout à l'heure, on rentre dans les périodes de crise économique, donc les individus ont nettement d'autres préoccupations, c'est la montée en puissance de la délinquance, de la consommation de drogue aux États-Unis. Cette fois-ci, on est face à des problèmes qui sont nettement plus proches de l'individu et les prises de position vont se faire alors en fonction de ce que proposent les partis. On peut ainsi dire que les électeurs sont plus sensibles aux enjeux de société que par le passé, moins fidèles que leurs parents à un parti. Ils règlent leur conduite en fonction des problèmes de l'heure et de la capacité supposée des partis et des candidats pour les résoudre. Donc l'identification partisane, pour conclure sur ces deux grandes écoles, et la troisième modification de l'approche Michigan, eh bien, c'est que l'identification partisane se profile de manière plus pertinente que simplement une identification purement idéologique. Et c'est lorsqu'on est sur des approches plus sociétales, plus au niveau de l'individu, que le programme commence à prendre toute son importance.